Oui, bonsoir, merci Carole et bonsoir à toutes et à tous. Donc merci en tout cas pour le FLOD, pour l'invitation et la possibilité de donner cette conférence. Donc et du coup voilà, dans un format différent et ce soir je parlerai à ma webcam, donc je vous prie d'être indulgent et j'essaierai d'être le plus fluide possible. Mais voilà, c'est aussi un exercice pour moi. Donc, merci d'assister à la conférence. Donc, exportation des déchets, ma poubelle fait-elle le tour du monde? Avec un titre un peu intriguant, justement, mais c'était l'idée. Peut-être une brève présentation. Donc, moi, je suis élève avocat spécialisé en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement. Et je suis actuellement en stage dans un cabinet lyonnais. Et dans le cadre de mon cursus d'élève avocat, j'ai eu l'occasion de faire un service civique chez Zero Waste France, aux côtés de Thibaut Turchet, qui était mon maître de stage à l'époque. Et dans ce cadre-là, en fait, l'association Zero Waste France, donc, qui est une association agréée pour la protection de l'environnement, et qui est spécialisé donc dans le domaine des déchets, a été sollicité à de nombreuses reprises, notamment de la part des médias, sur justement les exportations de déchets, le cadre juridique qui pouvait s'y appliquer, et vraiment essayer de trouver des explications aux nombreux sujets, notamment dans la presse qui étaient sortis, où on voyait des cas de trafic illégaux de déchets en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Chine ou en Malaisie. Donc voilà, l'idée, c'était de travailler là-dessus. Donc, si ça vous convient, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va d'abord voir le constat, en fait. Donc pour ça, on va s'appuyer sur quelques chiffres et en même temps, on va revenir aux origines de ce qui est les exports internationaux de déchets. Dans un second temps, on va vraiment voir justement le cadre juridique qui s'y rattache, quelles sont les obligations pour les États. Dans un troisième temps, on verra l'application concrète et aussi l'actualité qu'il y a autour des exports des déchets et notamment les pays qui, en ce moment, sont récepteurs de déchets, d'export de déchets. Et enfin, à la fin de la conférence et d'un point de vue organisationnel, pardon, ce sera peut-être mieux, c'est de faire un échange questions-réponses. Et pour ça, comme l'a indiqué Carole, vous pouvez passer directement par le chat. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on va commencer sur le constat. Donc pour le constat, quelques chiffres. Voilà, là j'ai pris les derniers chiffres de l'ADEME. Donc l'ADEME qui est l'agence nationale voilà, qui est la grande organisation en matière d'environnement au niveau national et donc qui chaque année sort un rapport sur la gestion des déchets et qui nous donne quelques chiffres au niveau national. Donc, on est à environ 330 millions de tonnes de déchets qui sont produites chaque année en France, soit près de 5 tonnes par habitant et par an. Donc ça, c'est les chiffres. Et après, on voit que ça se décompose en trois gros flux de déchets. Donc d'un côté, on a les déchets des ménages, ce qu'on appelle les déchets municipaux. Donc c'est tout ce qui va être collecté par votre collectivité. Et c'est les déchets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc ça représente 580 kilos par habitant et par an, soit près de 39 millions de tonnes par an à l'échelle nationale. Et à côté de ça, on voit qu'il y a deux gros autres flux, et qui sont d'ailleurs bien plus importants. Le flux qui vient des entreprises et le flux surtout qui vient des déchets du BTP. Où là, on voit bien qu'en proportion, les déchets du BTP sont vraiment la source la plus importante de déchets en France. Donc, ça permet de mettre un peu en perspective vraiment dès le début de savoir de quoi on parle. Donc là, on est vraiment sur les déchets des ménages et, euh, et plus particulièrement, on va s'intéresser aux emballages ménagers. Donc là-dessus, on peut prendre les chiffres de Citeo. Donc Citeo, c'est l'entreprise c'est un éco-organisme, pardon, qui est chargé de la gestion des emballages ménagers en France. Donc c'est eux qui ont une visibilité par rapport à ce qui se passe en matière d'emballage. Et donc là, c'est extrait d'une FAQ qu'ils ont faite en décembre 2019. Et donc, où là, ils se sont concentrés vraiment sur les emballages ménagers recyclés. Donc, les emballages ménagers, c'est tout ce que vous pouvez produire, quel que soit l'emballage, que ce soit du papier carton, de l'aluminium ou du plastique. Et donc là-dessus, on se concentre sur les emballages ménagers recyclés. Et on voit qu'en 2018,
majoritairement, 84% enfin 84% ont été traités en France, 15% en Europe et 1% ailleurs dans le monde. Donc on voit vraiment que là, quand on parle d'export de déchets internationaux, on parle d'une minorité de ce qui se passe dans la gestion des déchets au quotidien. Et que majoritairement, c'est traité en France, en Europe, et si ce n'est pas le cas, ailleurs dans le monde. Mais donc, pour répondre à la question, ma poubelle fait-elle le tour du monde? On peut déjà après le dire, non, elle ne fait pas le tour du monde. Déjà, elle fait le tour de la France parce que il n'y a pas des entreprises de recyclage qui sont situées partout en France et voilà. Il y a des grands pôles qui gèrent le recyclage. Donc déjà, ça fait le tour de la France. Ça peut aller en Europe et notamment en Europe de l'Est. Et sinon, ça peut aller ailleurs dans le monde. Et donc, voilà, je vous ai laissé la FAQ parce que, en fait, en matière de déchets et pour avoir des sources, on se confronte souvent, en fait, les seules sources qu'on a, c'est soit de l'ADEME, soit de Citeo qui gère ça. Et là, en fait, la FAQ, ils ont fait à la fois les questions et les réponses. Et donc voilà, on voit notamment qu'il y a un petit clin d'œil à l'économie circulaire, où ils disent que la France privilégie des installations de recyclage de proximité, etc. Donc voilà, ça montre un peu ce qui peut être dit aussi dans ce domaine-là. Et dans la seconde partie de la FAQ, on a vraiment un focus sur différents types de déchets d'emballage ménager. Donc le métal, les papiers cartons et les emballages plastiques. Et là encore, on voit que grossièrement, c'est un peu les mêmes proportions, même si ça augmente par rapport aux exports en Europe. Mais en tout cas, ailleurs dans le monde, les chiffres restent les mêmes. Donc voilà, ça c'est vraiment pour poser le contexte. Donc on a à la fois des chiffres nationaux qui, voilà, qui nous permettent de nous rappeler qu'est-ce que sont les déchets municipaux, ce qu'ils représentent par rapport à la production globale française. Et on voit bien que les déchets du BTP sont un secteur très très important et que nous, du coup, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe du côté des ménages et, euh, et plus particulièrement, du coup, sur les emballages ménagers. Et, euh, simplement, oui, sur ce chiffre-là, il faut le mettre en perspective. Ça paraît pas beaucoup, 1% d'export à l'international, mais sur 3,5 millions de tonnes, c'est quand même 35 000 tonnes. Donc, quand bien même ça paraît peu, c'est quand même conséquent. Et en plus, si on met ça en perspective en se disant que c'est seulement les exports français et c'est pas aussi ceux des autres pays développés, on peut imaginer que les 1% de chacun des pays développés additionnés entre eux mènent à une quantité de déchets assez importante. Et c'est là peut-être où on va arriver plutôt au constat sur place. Et c'est ma slide d'après. Ça, c'est une photo qui a été prise dans une plantation d'huile de palme à Kuala Langkat. Donc, c'est en Malaisie. Et en fait, là-bas, c'est une région où il y a énormément d'industries de recyclage. Et en fait, on se rend compte là que il y a des abus et qu'il y a des filières de traitement illégaux de déchets. Donc ça, c'est issu d'un rapport de Greenpeace Malaisie, qui a fait son rapport il y a quelques semaines maintenant, et qui met justement en avant l'impact à la fois sanitaire euh, des flux de déchets qui arrivent là-bas, mais en même temps l'impact social, parce que du coup, c'est des petits emplois dans des conditions sanitaires qui sont très compliquées, et ça amène des grosses problématiques sur le terrain, en fait. Donc ça, c'est le constat. Là-dessus, on voit bien qu'il y a des problématiques sur place. On peut se poser la question de pourquoi, en fait, on a mis en place ce système d'export de déchets. La réponse, elle est simple, c'est que le déchet, c'est un commerce comme un autre, c'est voilà, c'est un business entre guillemets comme un autre, et donc on l'a développé comme les autres commerces internationaux. Donc on voit vraiment qu'il y a un commerce international, pardon, qui a été mis en place, et que c'est majoritairement des flux qui vont du nord vers le sud, donc plutôt des pays développés vers les pays en développement. Et là-dessus, là, je vous ai mis une petite image parce que, enfin, plutôt une capture d'écran. C'est des chercheurs du MIT qui ont fait une expérience
Moi, justement, j'étais ravi de voir que ça avait été déjà fait. Ils se sont amusés à mettre en fait des mouchards sur des déchets, des D3E, des déchets électroniques. Donc, notamment sur des télés et, euh, et sur des ordinateurs. Et ils se sont amusés en fait à avoir le parcours ces déchets-là. Donc, on voit que majoritairement, à chaque fois, ils partent des États-Unis, parce que là, ça a été fait au MIT, et que ça va soit en Asie, soit en Afrique. Et j'avais noté simplement le déchet qui a fait le plus long trajet, il a fait près de 186 jours de voyage et 18 000 kilomètres. Donc, on se rend compte que c'est un. Quand on parle d'exports internationaux, déchets, c'est des grandes distances sur des longues périodes parfois, et donc ça peut être problématique. Si vous voulez plus d'informations sur le constat, je vous invite à aller voir ce documentaire qui s'appelle The Story of Stuff Project. Donc voilà, qui est un documentaire qui montre un peu justement le cheminement des déchets, qui montre aussi les enjeux locaux, mais en même temps les enjeux au sein des pays développés. Et voilà, si vous voulez un peu plus d'informations sur le sujet, je vous invite à regarder ce documentaire. Et notamment, j'en profite pour dire que les groupes locaux de Zero Waste France, il y a Zero Waste France et l'association nationale, mais il y a plein de structures locales, près d'une centaine, qui sont dispatchées du coup un peu partout en France et qui organisent des projections de ce documentaire. Donc je sais que ça s'est fait récemment, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez un groupe local près de chez vous, et encore mieux s'il fait une projection de ce documentaire. Donc voilà pour le constat. Après, on peut peut-être aller chercher du côté des origines, à partir de quand ça a apparu ce commerce international de déchets qui se caractérise par des flux nord-sud. On, Selon moi, mais ça ne tient qu'à moi, j'ai l'impression que c'est corrélé en fait au développement et à l'essor du commerce international classique, donc plutôt dans les années 80. Et c'est ce qui correspond aussi justement à une période d'augmentation du flux international d'export. Et que ce soit des déchets ou que ce soit tout autre type de commerce. Et donc on a une intensification des relations et des échanges économiques entre les États. Et c'est aussi le cas pour le déchet qui est un commerce comme un autre. Sauf que à cette époque-là, il y a peu de réglementation et du coup, il y a des scandales qui émergent à cette époque-là. Là, je vous ai mis une photo d'un porte-conteneur, en fait, parce que à l'époque, il y a eu une affaire qui médiatiquement a fait quelques remous. C'est l'affaire du Kian-Sea, qui est un navire qui, en 1986, est parti de Philadelphie chargé de cendres d'incinération. Donc, c'est des cendres toxiques qui sont considérées comme des déchets dangereux. Donc, en principe, elles doivent être traitées voilà, conformément aux normes environnementales et de manière sanitairement responsable. Euh, donc, ce bateau prend le large et essaie justement de trouver un État qui accepterait sa cargaison. Donc, au premier lieu, il va plutôt dans les Caraïbes, mais il essuie de nombreux refus. Et face à ça, le capitaine du navire décide de faire passer sa marchandise pour de l'engrais. Ce qu'il arrive à faire, en Haïti, il arrive à déverser quelques tonnes donc de cendres toxiques qui étaient considérées comme de l'engrais sur place. Par la suite, il y aura un rapport de Greenpeace qui mettra justement en avant l'impact sanitaire que ça a eu sur place, etc. Mais toujours est-il que le capitaine du navire a réussi à faire ça et que par la suite, il a repris la mer et il a retenté à différents endroits, notamment en Afrique, du côté du Maroc, du Sénégal, puis après il est allé jusqu'à Singapour, de réussir à faire traiter sa marchandise. Sauf qu'il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi et du coup, le capitaine du navire a décidé de déverser les cendres toxiques, près de 10 000 tonnes, directement dans l'océan, entre l'océan Pacifique et l'Atlantique. Et, et donc, ça a causé, ça s'est su. Il y a eu une condamnation du capitaine et il y a eu une réaction en fait des États et aussi une réaction, comment dire, médiatique, qui ont fait prendre conscience que ce commerce-là n'était pas assez régulé et qu'il y avait une nécessité
bah, justement de l'encadrer juridiquement pour faire cesser ces agissements. Là-dessus, si ça vous intéresse, il y a eu d'autres affaires dans la même veine, notamment celle du Zanubia ou du Carimbé. Donc voilà. Mais c'est une époque où il y a plusieurs affaires dans le même genre qui sortent. Et du coup, c'est là où ah non, j'avais laissé cette slide-là et c'est vrai que c'est assez symptomatique. C'est que justement, à cette époque-là, là, on a une citation de Lawrence Summers, donc, qui était l'ancien président de l'université d'Harvard jusqu'en 2005, on lui a à titre une citation. Je pense que la logique économique derrière la mise en décharge de déchets toxiques dans les pays à bas salaire est impeccable et qu'on doit l'accepter. J'ai toujours pensé que les pays sous-développés d'Afrique sont considérablement sous-pollués. Voilà, chacun est à même de considérer ses propos. Moi, je trouve que c'est assez symptomatique d'un état d'esprit de l'époque où voilà, il y avait un vrai commerce international qui était en pleine explosion et qu'il y avait voilà, une volonté d'intensifier les flux sans pour autant se poser la question de l'impact sanitaire ou social que ces flux-là pouvaient avoir. Donc, par la suite, Lawrence Summers, il a eu quand même quelques problèmes et il a eu d'autres citations, notamment sur les femmes, qui lui ont valu son poste à Harvard. Donc voilà, on voit vraiment qu'à l'époque, il y a une impunité et un certain état d'esprit. Et du coup, c'est ce qui va nous amener au cadre juridique. Et à notre deuxième partie aujourd'hui, c'est que justement, face à tous ces scandales sanitaires qui ont été relayés de manière médiatique, euh, les États ont souhaité mettre en place un cadre international pour réglementer les exports internationaux de déchets. Et du coup, ce cadre réglementaire, il a pris place, il est né en 1989 via la Convention de Bâle. Et du coup, la Convention de Bâle, c'est un accord international qui réunit près de 186 États, de souvenirs, où ces États se sont mis d'accord sur une certaine réglementation pour venir contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux. Et en fait, en contrôlant les mouvements de déchets dangereux, on est aussi venu contrôler plus globalement les exports de déchets, qu'ils soient dangereux ou non dangereux. Donc, de base, l'idée fondamentale de cette convention, c'est d'interdire pour les entreprises d'exporter des déchets dangereux vers des États qui n'accepteraient pas ou qui n'auraient pas les moyens techniques de traiter ces déchets-là dans des conditions sanitairement responsables. Donc l'idée, c'est vraiment de soumettre l'export de déchets dangereux vers des États à leur consentement. Et à partir de là, ça c'est l'idée principale, mais en même temps, on est venu distinguer ce qu'était un déchet dangereux de ce qu'était un déchet non dangereux. Et à partir de là, on en dégage deux grandes procédures, soit une procédure d'information pour les déchets non dangereux, ou une procédure de notification pour les déchets dangereux. Donc, pour vous montrer un peu ça, c'est l'annexe 8 de la Convention de Bâle. Et cette annexe, elle vient nous dire vraiment ce qu'est un déchet dangereux. Donc, elle vient nous dire, là, je vous ai mis, c'est la première page et ça nous parle des déchets de métaux, mais un déchet de métaux en lui-même, il est considéré comme non dangereux, mais s'il contient de l'arsenic, du plomb, du mercure, etc., alors il va être considéré comme dangereux. Et en fait, à partir de là, ce sera une procédure différente qui s'applique. Concrètement, si j'ai un déchet dangereux, je passe par la procédure d'information. Donc, je vais simplement informer l'État que je lui exporte un déchet dit non dangereux. Alors que si j'exporte un déchet dangereux, je vais passer par la procédure dite de notification ou alors de procédure dite aussi de consentement préalable. Et en fait, on va demander à l'État si il accepte ou pas cet export-là et s'il a les moyens de gérer cet export de déchets-là. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée fondamentale de la Convention de Bâle. C'est de venir faire une dichotomie entre déchets non dangereux
et déchets dangereux, de venir mettre en place de grandes procédures et donc plus généralement vraiment de venir encadrer les exports internationaux de déchets. Donc ça, c'était vraiment la base. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et en fait, en 1984, il y a eu ce qu'on appelle le 1995, pardon, il y a eu ce qu'on appelle le Ban Amendment. Et donc, en fait, c'était une réaction face entre guillemets, à ce qui manquait à la première version de la Convention de Bâle. Donc, on est venu l'amender. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'interdire les exports de déchets dangereux d'un pays développé vers un pays en développement. Et donc, parce qu'on s'est rendu compte que la procédure de consentement ne suffisait pas et qu'on voulait aller plus loin. Donc cet amendement-là, il a été adopté en 1995, mais en fait, et c'est un mécanisme juridique, pour qu'il rentre en vigueur et qu'il soit effectif, on a mis en place une forme de majorité qualifiée, donc un nombre minimum d'États qui devaient ratifier cet amendement pour qu'il rentre en vigueur. Et en fait, cette majorité-là, elle a mis très longtemps à arriver. L'amendement, il a été adopté en 1995 et c'est que le 5 décembre 2019, et c'est d'ailleurs ce que relate l'article que vous avez sous les yeux, qui a justement officiellement mis en vigueur cette interdiction-là. Donc désormais, la Convention de Bâle interdit d'exporter des déchets dangereux d'un pays développé vers un pays en développement. Donc ça, c'est ce qui, aujourd'hui, caractérise la Convention de Bâle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention et qu'elle s'applique indirectement pour eux. Eux, ce qu'ils ont préféré faire, c'est créer leur propre cadre légal. Et donc, c'est le second cadre légal qu'on va voir, c'est celui de l'OCDE. Et l'OCDE, ça regroupe différents États, majoritairement des pays développés. Et en fait, il y a eu un cadre légal à la même époque qui a été créé. Donc, c'est 1992 pour l'OCDE. Et donc, ce cadre légal, il s'inspire majoritairement de la Convention de Bâle. Donc, c'est vraiment le même contenu en très, très grande majorité. Et vous pouvez le voir si vous regardez le dernier vu. En fait, la décision OCDE fait directement référence à la Convention de Bâle et dit bien, vu la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a une inspiration et une filiation directe entre la Convention de Bâle et l'OCDE. Toutefois, la Convention de Bâle, elle assouplit certaines, la décision OCDE, pardon, assouplit certains contenus par rapport à la Convention de Bâle. Ça veut dire qu'elle va être, entre guillemets, plus souple. Raison pour laquelle mon titre, c'est un cadre légal concurrencé au sein de l'OCDE. C'est qu'en fait, elle vient mettre certaines procédures que ne permettent pas la Convention de Bâle. Et notamment, si je peux vous donner un exemple, c'est que par exemple, la décision OCDE permet de délivrer des autorisations dites générales à des entreprises d'export de déchets, d'import de déchets. Exemple type, je suis une entreprise qui souhaite importer des déchets venus de l'international. Dans ce cadre-là, si j'importe toujours le même type de déchets, j'ai le droit à une autorisation générale qui me sera délivrée pour l'année et qui m'exemptera de contrôle. Sauf que ça peut mener, et ça c'est mis en lumière par certaines ONG plus locales, qui disent que, étant donné qu'il y a moins de contrôle, il y a plus de risques d'export de déchets illégaux et que ça peut mener à certaines dérives. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des discussions qui sont faites autour de la décision OCDE, quand bien même elle s'aspire majoritairement de la Convention de Bâle et qu'elle reprend son contenu, il y a quand même des assouplissements qui laissent penser que c'est un cadre légal plus souple que celui de la Convention de Bâle. Et enfin, ces deux cadres légaux, ils sont accompagnés d'un troisième cadre légal, c'est celui de l'Union européenne. Celui de l'Union européenne, lui, c'est une transposition directe de ce qu'il y a de la Convention de Bâle. Donc, en fait, c'est tous les États membres de l'Union européenne, en fait, sont
sont concernés par la Convention de Bâle puisqu'elle a été transposée. Donc la Convention de Bâle en droit européen elle a été transposée par deux grands textes. C'est le règlement de 2006 que vous voyez et la directive de 2008. C'est les deux gros textes en matière de gestion des déchets et notamment en matière d'exportation de déchets. Donc ça vient vraiment transposer ce qui se passe au sein de le contenu de la Convention de Bâle et donc ça permet vraiment une effectivité du cadre juridique. Donc, sur le cadre légal, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a donc trois gros cadres qui sont mis en place. Donc, le cadre de la Convention de Bâle, le cadre de l'OCDE et le cadre de l'Union européenne. Et le cadre de l'Union européenne, en ce moment, il évolue un peu, en fait. Bon, maintenant, c'est toujours d'actualité parce que ça va bientôt rentrer en vigueur, mais en avril 2019, il y a eu des discussions qui ont été faites au niveau de l'Union européenne pour contrôler plus strictement les exports de plastique. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup d'exports qui se faisaient, notamment de plastique. Il y a eu énormément de sujets, de médias, de reportages, d'articles de presse qui sont venus mettre en lumière la question du plastique et qui sont venus, et surtout cette problématique-là. Et du coup, en réaction à ça, il y a eu un amendement de l'État norvégien, qui est parfois appelé la proposition norvégienne, et qui était justement, l'idée, c'était de venir renforcer le contrôle sur les exports de plastique. Donc cet amendement-là, il a été voté, et il va rentrer en vigueur le 1er janvier 2021. Donc à cette date-là, il y aura un contrôle plus strict qui sera fait sur les exports de plastique. Donc, malgré tout, et quand bien même il y a énormément de critiques parfois qui peuvent être faites sur l'Union européenne, on peut voir que en matière d'environnement, ça peut être un outil moteur pour faire bouger les États. Donc, si on résume notre cadre juridique, on a donc la Convention de Bâle, la décision OCDE et les transpositions de l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est que avec la Convention de Bâle et notamment depuis le Ban Amendment, on a une interdiction d'exporter des déchets dangereux d'un pays développé vers un pays en développement, que la Convention de Bâle est venue faire une dichotomie entre déchets dangereux et déchets non dangereux, et qu'à partir de là, il y a deux procédures qui en découlent, la procédure de notification, ou dite de consentement préalable, et la procédure d'information. Et enfin, récemment, on a vu qu'il y avait un renforcement sur les contrôles des exports de plastique, notamment via l'amendement norvégien qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2021. Donc maintenant, si on passe plutôt à l'application et vraiment sur les États qui peuvent être récepteurs de ces exports de déchets, on va voir que ça a pas mal bougé récemment. Je me permets de boire. Donc, ça, c'était simplement une photo de présentation. C'est un surfeur qui s'amuse à prendre des photos avec des plages et des déchets. Et je trouvais que, bon, c'était plutôt joli, même si la vision d'un déchet n'est jamais plaisante. Il arrivait à en faire quelque chose d'assez sympathique. Bon, plus sérieusement, sur les pays qui peuvent être qui recevait les déchets, c'était en premier lieu la Chine. Et on en a beaucoup entendu parler. La Chine, auparavant et avant 2018, c'était justement, entre guillemets, ce qu'on a appelé parfois la poubelle du monde. Tous les exports de déchets étaient majoritairement concentrés vers la Chine. Sauf que la Chine, elle a décidé en 2018 de fermer ses frontières. Et on voit que ça a eu un impact assez important. On est passé de 3,5 millions de tonnes de déchets exportés en Chine en 2018 à seulement 21 000 tonnes, presque plus de 20 000 tonnes en 2019. Donc, ce qui est en fait colossal. Il y a vraiment eu une interruption des exports vers la Chine, et c'est ce qu'on a appelé l'épée nationale, National Sword, et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il y a eu énormément de sujets médiatiques, et donc il y a eu une fermeture vraiment des frontières chinoises et même une volonté politique de l'État chinois d'affirmer que les exports vers la Chine étaient terminés. Et donc,
Cette décision, elle a trois raisons majoritairement. C'est d'une part, c'est la nécessité environnementale de réduire l'impact des imports de déchets en Chine. La Chine, à force d'être submergée de déchets, notamment issus de pays développés, s'est retrouvée avec ce qu'on a pu voir en début de conférence, des monticules de déchets ou voilà, des endroits souillés et des commerces illégaux qui pouvaient être mis en place. Donc, il y avait vraiment une nécessité de réduire ce flux-là pour contrôler l'impact environnemental que pouvait avoir ce flux de déchets. La deuxième raison, c'est qu'en Chine, il y a eu, eux aussi ont leurs propres déchets et que, compte tenu de l'augmentation de la production de leurs déchets, ils ont une nécessité de prioriser le traitement des déchets et pour ce faire, ils choisissent, ce qui est normal, de traiter en premier lieu leurs déchets avant de traiter les déchets de pays développés. Et enfin, c'est la troisième raison, c'est qu'il y a moins d'exutoires pour les déchets en Chine. En fait, l'industrie chinoise, et notamment l'industrie du recyclage, est montée en gamme et donc elle a besoin de matières de meilleure qualité et les flux de déchets qui sont souvent réalisés sont des flux de déchets parfois de mauvaise qualité. Et donc, la Chine ne pouvant plus accepter ces flux de déchets-là, a décidé de fermer ses frontières. Pour autant, ces déchets-là, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, mais ils sont juste. J'ai une slide qui a sauté. Elle est là. Voilà. Ils sont juste partis vers d'autres pays. Et justement, après la fermeture des frontières chinoises en 2018, on a eu un report des exports des déchets vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est, et notamment l'Indonésie, la Malaisie, dont on a pu parler, et aussi les Philippines, ou Cambodge, Sri Lanka, comme vous pouvez voir sur l'image. Ça, c'est un tweet de l'AFP en juillet 2019. Il y avait eu pas mal de contrôles et ils avaient fait une petite cartographie, mais là, on va plutôt l'utiliser pour voir quels sont les États qui sont susceptibles d'importer des déchets. Donc, on voit qu'en fait, le flux, il n'a pas disparu, il s'est simplement reporté sur d'autres États. Et donc, là aussi, en Malaisie, en Indonésie, ce sujet-là est monté. Les ONG locales commencent à tirer vraiment la sonnette d'alarme et le rapport de Greenpeace Malaisie en fait partie. Et donc, il commence à y avoir une réaction localement des autorités et donc une prise de conscience de la problématique. Et donc, ce flux-là, il commence petit à petit à être régulé et, euh, et, euh, et à être maîtrisé entre guillemets. Et en fait, aujourd'hui, là, et pendant le confinement notamment, il y a eu pas mal de sujets, et même la semaine dernière, il y a eu un gros sujet de la BBC là-dessus. Ça, c'est une photo d'Istanbul, du coup, et parce qu'aujourd'hui, la Turquie est en train de devenir un peu le nouvel Eldorado pour l'export des déchets. Il y a eu pas mal de sujets là-dessus. Je vous invite notamment, ouais, il y a eu un petit, enfin, c'est un reportage de 5 minutes là-dessus de la BBC, mais justement, c'était des déchets de UK qui étaient en Turquie et donc ils mettaient ça en lumière, mais tout ça pour vraiment vous dire que les flux, ils changent. Et là, il y a 2 ans, c'était la Chine. Après, ça a été l'Asie du Sud-Est. Là, on commence à pointer du doigt un peu la Turquie, même si c'est un sujet qui monte quand même. La Turquie, ça fait déjà 1 an ou 2 qu'on en parle, mais là, c'est vraiment en train de monter médiatiquement. Et donc là, oui, je vous ai juste mis un chiffre, mais on a 31 millions de tonnes exportées de déchets exportés de l'UE vers la Turquie. Donc, ce qui est assez énorme. Euh, donc voilà, pour le flux de déchets, on peut vraiment se rendre compte que on est passé de la Chine à l'Asie du Sud-Est et désormais peut-être à la Turquie. Et que c'est symptomatique de ce que peut être le commerce international et des fluctuations du marché et, et, euh, voilà, et des fluctuations du marché. Donc là-dessus,
malgré tout, il y a des contrôles. Et là, je vais revenir un peu en arrière. Il y a des contrôles et du coup, en France, par exemple, on a une autorité qui est chargée de contrôler en fait ces flux-là. Et bon, d'habitude, c'est en live, donc je peux faire, là, c'est le moment question-réponse avec la salle, mais c'est quelle est la ville que l'on voit en photo? Et mais étant donné que je suis tout seul et que je parle à ma caméra, je vais vous le dire, c'est Metz. Et du coup, le pôle national de transfert, pôle national de transfert transfrontalier de déchets est situé à Metz. Et donc, c'est une autorité qui est chargée justement de vérifier et de contrôler la procédure administrative des exports de déchets. Donc, chaque année, selon leurs chiffres, ils traitent 3000 dossiers par an, donc avec une vingtaine de salariés, pour une équipe une vingtaine de salariés sur place. Donc, on a cette autorité-là qui est donc chargée de contrôler les procédures. Et si l'on souhaite exporter des déchets, c'est à cette autorité-là qu'on va s'adresser en France. Et c'est elle qui va nous indiquer la procédure à suivre en fonction du type de déchet qu'on souhaite exporter. Et donc ça mène à des contrôles. Et là, je vous ai mis, voilà. En décembre dernier, il y a eu pas mal de sujets qui ont été faits où en fait, on a vu qu'il y avait des exports illégaux de déchets qui se faisaient. Et donc là, c'est justement de la France vers la Malaisie. Donc c'est vraiment symptomatique de ce flux nord-sud, pays développés vers pays en développement qu'on peut constater. Et donc là, à l'époque, le ministère de l'Environnement avait beaucoup communiqué là-dessus et avait voulu le mettre en avant. Et donc là, on a une entreprise, un trader en fait de déchets qui a donc été condamné à 192 000 euros d'amende. Euh, et voilà, ça a permis vraiment de mettre en avant qu'il y avait des exports illégaux de déchets qui étaient faits, qu'il y avait une nécessité aussi peut-être d'accentuer les contrôles. Parce que là, voilà, il y a eu une prise, mais sur combien de conteneurs qui ont peut-être pu passer sans être contrôlés. Et c'est là peut-être où c'est la problématique, c'est peut-être un manque de contrôle aussi, et un manque voilà, de capacité humaine ou de moyens, tout simplement, des autorités de contrôle pour gérer le contrôle de tous les exports de déchets. Parce que c'est des flux permanents tous les jours et constants, et c'est impossible pour des douaniers de contrôler tous les conteneurs qui vont et qui viennent dans le monde. Et là-dessus, dans la même veine, c'était un tweet, là, bon, je l'ai anonymisé, mais c'est un tweet d'un responsable de la DGPR, donc la Direction Générale de Prévention des Risques au ministère de l'Environnement, qui justement mettait en avant les contrôles que les services des douanes réalisaient. Donc là, de souvenir, on est à la frontière franco-luxembourgeoise, et donc ça, c'est ce qu'ils ont pu retrouver sur une journée. Donc, on a du déchet du BTP, du VHU, du véhicule hors d'usage, du plastique en mélange, avec du plastique en mélange majoritairement. Et ça, c'est que entre la frontière franco-luxembourgeoise. C'est assez fou de se dire, bon, là, c'est à une échelle proche, mais ça veut dire que ça va vraiment dans tous les sens, parce qu'on voit aussi des conteneurs français qui sont expédiés en Malaisie et qui eux aussi font l'objet de contrôle. Donc ça, c'est une réelle problématique. C'est est-ce que les contrôles sont suffisants? Est-ce qu'on a les moyens humains et financiers de les mener? Et justement, comment endiguer ce flux de déchets? Et c'est là où bon, il me manque une slide, mais ça va être une slide un peu plus longue. C'est à la fois ma conclusion, à la fois les choses que j'ai oublié de vous dire, et ce sera à la fois le temps de questions-réponses. Je viens de me rendre compte que j'étais passé totalement à côté quand même d'une chose très importante de mon sujet, c'est
pourquoi en fait on exporte à l'international? C'est pourquoi ces flux de déchets ils existent? Quel est l'intérêt pour des États d'envoyer à des milliers de kilomètres leurs déchets? Et ça, il y a deux grandes raisons principales. C'est à la fois un intérêt économique, parce que les coûts de traitement peuvent être moins chers à l'étranger, notamment ne serait-ce que le coût du travail est moins cher. Et la deuxième raison, c'est que les normes environnementales peuvent être moins contraignantes, ou du moins les contrôles en matière d'environnement peuvent être plus faibles et moins réguliers. Donc, donc là-dessus, c'est vraiment les deux grosses raisons qui aujourd'hui peuvent justifier le commerce international et aussi le commerce euh, illégal de déchets. C'est ces deux raisons-là, l'intérêt économique et l'intérêt écologique. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui motive cette situation-là. Donc maintenant, si j'essaie de faire une conclusion assez vaste de mon propos et essayer de remettre les choses dans l'ordre, euh, ce qu'on peut retenir, c'est que les exports, majoritairement non, votre poubelle ne fait pas le tour du monde, ça c'est une certitude, mais elle voyage quand même. Elle voyage en France majoritairement, un peu au sein de l'Union européenne et aussi dans le monde. Mais ça représente une minorité des exports. La seconde chose, c'est que suite aux nombreux scandales internationaux qu'il y a eu dans les années 80, il y a eu l'émergence d'un vrai cadre juridique qui est venu réglementer les choses. On est passé d'une situation un peu confuse à un vrai cadre juridique qui est venu définir ce qu'était un déchet dangereux, qui est venu définir ce qu'était un déchet non dangereux et qui a été capable de mettre des procédures administratives en place par rapport à ça. Quand bien même c'est pas assez efficace et quand bien même ça peut être critiquable et que ça peut être amélioré, c'est un progrès. C'est quelque chose qui n'existait pas et qui désormais existe. Et en plus, on voit que ça infuse, notamment au sein de l'Union européenne, avec des transpositions via des directives et des règlements qui viennent vraiment mettre le sujet des exports sur la table et le réglementer et que pour chacun des États puisse avoir conscience des obligations qui lui incombent. Euh, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Pour autant, on voit que c'est pas suffisant. On voit que c'est pas suffisant parce qu'il y a encore des flux de déchets qui existent. Il y a à la fois les flux légaux, donc ce qui est dans les radars, donc ce qu'on est capable de savoir, mais aussi les flux illégaux, tout ce qui passe sous les contrôles, tout ce qu'on n'est pas en mesure de quantifier. Donc aujourd'hui, là, tout ce que je vous ai donné, c'est des chiffres officiels, mais il y a aussi des filières illégales de déchets, et donc ça veut dire que dans la comptabilité, et notamment dans la comptabilité de Citeo, les exports illégaux de déchets ne sont pas pris en compte. Donc les 1%, on n'est pas, on ne peut pas être sûr à 100% que c'est une retranscription de la réalité. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et c'est là où on peut peut-être arriver aux solutions. Et c'est là où, en fait, ça fait le lien avec le festival Lyon Zéro Déchet. Et c'est là où vraiment c'est le seul moyen aujourd'hui d'endiguer ces flux de déchets, c'est de réduire notre production de déchets. À minima, en plus, on le voit, là, majoritairement, les exports internationaux de déchets, c'est des déchets, bon, outre ménagers, il y a aussi, ça peut être des déchets, c'est des déchets ménagers. Donc, c'est quand même un problème qu'on peut essayer de traiter. Et à partir de là, la solution des zéro déchet a du sens. Là-dessus, c'est la pierre angulaire du traitement des déchets aujourd'hui. Et si même on se réfère au texte européen, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des modes de traitement, qui est une pyramide, où le sommet de la pyramide, c'est la prévention des déchets. Ça veut dire éviter les déchets. Ça veut dire en fait le zéro déchet. Pour autant, on se rend compte aujourd'hui qu'on est très très loin de ça et qu'on a l'impression, et ça c'est souvent mis en lumière par Zero Waste France, que la hiérarchie des modes de traitement, elle n'est pas appliquée comme il faut. Et ça, c'est une vraie problématique. Et donc, là-dessus, c'est là où je vous invite à suivre le festival Lyon Zéro Déchet, à suivre Zero Waste France et à essayer de vous renseigner s'il n'y a pas des groupes locaux dans votre coin. C'est vraiment commencer à avoir une réflexion là-dessus.
Et la deuxième solution, mais celle-ci qui est plus annexe, ça peut être le renforcement des contrôles. Et c'est vraiment donner plus de moyens aux inspecteurs de l'environnement et aussi au PNTTD pour renforcer ces contrôles et pour faire en sorte que les procédures soient mieux respectées et pour éviter un certain nombre de situations sanitaires et sociales qui sont quand même dommageables et qui sont mis en lumière depuis X années et qu'on est incapable de résoudre. Parce que là, on l'a vu avec l'exemple de Chine, Asie du Sud-Est, Turquie, tant qu'on ne réduit pas nos déchets, ces flux de déchets, ils existeront. Et s'ils existent, ils trouveront toujours un moyen d'aller, ils trouveront toujours un État qui acceptera de les prendre. Et à partir de là, c'est là où, du coup, c'est mon propre constat. Mais si ce flux de déchets persiste, la seule solution qu'on a, c'est de le réduire. Donc, à partir de là, la solution, et ce sera ma conclusion, et c'est le slogan de tous les zéro déchet, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et pour endiguer les exports internationaux de déchets, c'est la solution. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'ai pas de montre, etc. Donc, je ne sais même pas combien de temps j'ai fait. Et je sais que j'ai parlé vite. Je m'en excuse par avance. Mais euh, en fait, parler à sa webcam, c'est quand même assez étrange. Mais si ça vous va, on va passer à l'instant questions-réponses. Je vais ouvrir mon chat. Et si vous avez des questions, je suis à même de les prendre. Donc là, si j'ai remonté un peu, de Tiffen, bonsoir. Sur les 84% d'emballage français recyclé que vous citez, quid des erreurs de tri? Autre question, ne pensez-vous pas que la France est également incapable de recycler certains déchets? Ce pourquoi elle envoie nos déchets, comme les plastiques à faible densité, ailleurs dans le monde. Euh, donc pour la première question la première partie de la question, pardon, oui, les erreurs de tri ne sont pas prises en compte là-dedans, et là on parle bien d'emballage ménager recyclé. Euh, donc, euh, donc voilà, on ne parle pas des erreurs de tri, et c'est pas pris en compte dans la comptabilité. Et après, oui, ça peut être aussi une des raisons des exports de déchets. C'est notamment que c'est des déchets de faible qualité ou très difficiles à recycler, qui va être plus simple, entre guillemets, de se débarrasser et d'envoyer vers d'autres États. Donc voilà, si je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question, et en plus le chat descend, ça défile à chaque fois. Donc je vais essayer de remonter dans l'ordre. Je vais prendre la question de Kelly. Bonsoir, quels sont les différents intérêts des pays à importer des déchets, au-delà d'un intérêt purement économique? Bah, au-delà d'un intérêt purement économique, c'est compliqué justement de trouver d'autres intérêts pour un déchet, pour un État d'importer des déchets. Grossièrement, le seul intérêt qu'on a à importer des déchets, c'est après de réussir à les transformer, d'en faire de la matière première pour les revendre. Donc le seul intérêt d'importer des déchets, c'est un intérêt économique. Enfin, à mon sens, il y a zéro intérêt environnemental. Un intérêt social, oui, on peut dire, parce que ça va créer des emplois, mais au vu des conditions sanitaires des emplois, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un intérêt social. Donc, je pense avant tout l'intérêt économique est primordial. La question d'Angéline. Bonsoir, je suis d'accord, mais j'aimerais que les industriels rentrent aussi dans ce mouvement zéro déchet. N'y a-t-il pas moyen de leur facturer ou les obliger à organiser le traitement pour les inciter à faire mieux? Là-dessus, en fait, ça existe, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle et ce qui a été mis en place, c'est la responsabilité élargie des producteurs avec ce qu'on appelle les filières REP. Donc, en gros, c'est que le producteur d'un déchet va être responsable de son traitement. Donc, pour ça, il paye des petites éco-contributions et, euh, et du coup, en fait, ce principe de responsabilité que j'ai l'impression que tu évoques existe déjà. Et là-dessus, comme le mentionnait Carole, il y a la conférence de Flore Berlingen la semaine prochaine, qui, elle, sera vraiment focalisée sur le recyclage et de souvenirs, enfin, où je suppose qu'il y aura peut-être un petit mot sur les filières REP. Donc, si ça t'intéresse, enfin, si ça vous intéresse, pardon,
n'hésitez pas à aller voir. De Béatrice, pourquoi les pays qui reçoivent les déchets les acceptent, sachant qu'ils ne les traiteront pas correctement? Euh, Bah, là, c'est l'intérêt économique qui peut revenir. Voilà, justement, ce que vous dites après. Est-ce que seul l'argent compte? Euh, Bah, on peut se poser la question, hein. Après, voilà, ça, c'est d'autres problématiques qui sont voilà, plus politiques et plus sociétales. Mais c'est pas l'objet de la conférence. Mais oui, en tout cas, ouais, on peut se poser vraiment la question de est-ce que le seul intérêt économique doit primer, et notamment au détriment de l'intérêt social et de l'intérêt environnemental. Ça, il y a, enfin, là-dessus, voilà, c'est une question qu'on peut légitimement se poser en tout cas. Euh, et la question de Marie, a-t-on une estimation du pourcentage de transport de déchets illégaux? Bah non, c'est compliqué justement. En fait, c'est ça le gros problème, c'est que étant donné que c'est illégal et que c'est en dehors des radars, c'est difficile d'avoir une comptabilité en fait de ce qui passe sous les radars. Le principe, c'est justement que c'est une filière illégale et qu'on a du mal à avoir des informations là-dessus et à avoir des données chiffrées là-dessus, en tout cas. Euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions. Peut-être que dans le chat, il y en a qui sont passés et que j'ai pas vu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Yes. Le prix de vente des déchets est connu. Oui, oui, ça peut être oui, c'est connu et ça fluctue en fait. Là, notamment si ça vous intéresse, il y a il y a en ce moment beaucoup de fluctuations sur la filière papier-carton. Justement, là, avec notamment la situation sanitaire et le Covid, etc., il y a eu beaucoup de troubles dans cette filière-là. Et justement, là, on a eu, j'ai plus les chiffres en tête, mais le prix du traitement a été divisé par deux ou enfin, ça, bref, ils sont connus et dans la filière papier, si ça vous intéresse, il faut aller creuser là-dessus. Le Camilla, la France importe des déchets d'autres pays. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans cette conférence, mais majoritairement, moi, je me suis axé sur les flux nord-sud, mais il y a aussi d'autres flux qui sont plus minoritaires, mais qui existent. Euh, je crois que notamment sur les traverses, je sais sur les traverses de SNCF, il y a un flux où justement, je crois que c'est la France ou la Belgique qui a un monopole là-dessus et il y a un flux vraiment qui se fait entre pays développés. Mais après, majoritairement pour les pays développés, c'est de l'export. C'est pas très peu ou pas d'import, hein. Lucas, l'exportation des déchets est-elle inévitable même si on développe davantage le recyclage en France et si on multiplie les sites de traitement de déchets? La réduction du nombre de nos déchets est-elle la seule option envisageable? Bah, euh, c'est une vraie question, hein. Je ne sais pas si je pourrais apporter une réponse très ferme, mais parce que je ne veux pas faire non plus de prospective. Mais oui, si on développe davantage le recyclage en France, c'est une certitude que le flux d'exports internationaux de déchets peut, euh, peut se réduire. Après, la question, c'est bah, justement, et là-dessus, il faut vraiment voir question la conférence pardon, de Flore Berlingen, c'est que bah, on peut avoir quelques questions sur l'industrie du recyclage, on peut voilà, essayer de la remettre en cause et peut-être se dire que c'est pas forcément l'Eldorado qui était tant et tant annoncé, et qu'en fait, bah, il y a peut-être des réflexions à avoir sur le recyclage, notamment là. Bon, ce qui revient souvent, les questions qui reviennent souvent, c'est la capsule Nespresso, etc. C'est des vraies problématiques où aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit recyclé, ou alors parfois on a des vraies problématiques là-dessus. Enfin, on se pose la question du moins. Aujourd'hui, après la communication de Nespresso est parfaite là-dessus et, euh, et la capsule Nespresso est censée être recyclée et recyclable.
mais aujourd'hui, on n'a pas la certitude que ça le soit. Et je crois qu'il y avait une deuxième partie dans la question. La réduction du nombre de nos déchets est-elle la seule option envisageable? Bah, après 6 mois chez Zero Waste France, oui, pour ma part, je suis convaincu que, en tout cas, c'est la solution à privilégier. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, hein. Moi, je ne veux pas balayer d'un revers de main le recyclage et l'industrie du recyclage, loin de là, hein. C'est pas du tout le propos. Mais quand même, on se rend compte qu'il y a plein de déchets qui sont pas valorisés, qui sont pas recyclables, que aujourd'hui l'incinération et l'enfouissement en France sont quand même, enfin, surtout l'incinération, sont les modes de traitement de déchets privilégiés. Et qu'à partir de là, au vu de ce constat, oui, à mon sens, la première des solutions, c'est vraiment de réduire ces déchets. Un peu de la question de Tiffen, pensez-vous que les infrastructures du recyclage ont intérêt à ce que la production de déchets ménagers et surtout d'emballages plastiques perdure, voire se développe? Bah, oui, on peut se poser la question, et à mon sens, oui, quand même, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est leur fonds de commerce. Si mon fonds de commerce, c'est de traiter, de faire le recyclage des canettes d'aluminium, bah, j'ai tout intérêt à ce que ce marché se porte et que mes intrants de canettes soient toujours les mêmes. Soient toujours les mêmes. Et d'ailleurs, en vous parlant de canettes et de recyclage, ça me fait penser, si ça vous intéresse et si vous avez des questions notamment sur le recyclage, etc., il y a une start-up toulousaine qui s'appelle La Boucle Verte, il y a quelques, bon maintenant ça doit faire un mois ou deux, mais qui a relaté son expérience en matière de tentatives de recyclage des canettes recyclées et des canettes d'aluminium, pardon, des canettes de soda. Et, euh, et justement, elles sont confrontées à une véritable difficulté, notamment à mettre en place un business plan. Et après plus de 2 ans de tentatives, eux ont lâché l'affaire. Donc voilà. Et Tiffen qui dit oui, magnifique article, je suis de Toulouse. Et bah oui, voilà. Je vois que tout le monde l'a lu, mais voilà. C'était quand on se pose la question de est-ce que le zéro déchet c'est la meilleure solution, est-ce que le recyclage en fait ça peut pas être un peu la panacée? Bah, moi, il y a plein de choses qui m'arrivent en tête, et notamment ça, où je me dis, bah non, enfin, malgré tout, enfin, le zéro déchet reste la solution. À minima, la réduction de nos déchets. C'est, enfin, à mon sens. Je continue à descendre le fil. La question de Camilla, savons-nous, pardon, quels sont les pays qui exportent le plus de déchets, en général ou par habitant? Bah, grossièrement, en fait, on voit que c'est toujours les mêmes. Moi, j'ai pas trouvé de comptabilité internationale vraiment à ce sujet-là. Euh, j'ai pas trouvé vraiment un tableau qui me dit par pays et après avec un chiffrage par habitant quels sont les exports internationaux, enfin qui exportent le plus. Bref, vous m'avez compris. Mais par contre, on sait quels sont les noms qui reviennent souvent, notamment bah, dans les condamnations aussi, et c'est toujours des pays développés. Donc c'est la France, le Canada, UK, les États-Unis, l'Allemagne. Donc voilà, c'est toujours un peu les mêmes. La Nouvelle-Zélande, le Japon aussi, l'Australie, pour cette partie-là du globe. Et donc voilà, en tout cas, il faut retenir que c'est les pays développés majoritairement et qu'il y a très peu d'exports qui vont de pays en développement vers des pays développés. Ça, c'est, euh, c'est une certitude. Euh, Et donc, pour qui sont les mauvais élèves, Béatrice, je pense que voilà, j'ai déjà un peu répondu. Majoritairement les pays développés, ceux que j'ai cités, notamment UK, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Japon, France, etc. Mais là-dessus, je peux vous remettre. Voilà, je crois que là, il y avait les noms sur l'AFP. Tac. Je crois qu'on les a, voilà, Australie, Canada, Chine, Arabie Saoudite, Japon, États-Unis, Allemagne, Hong Kong, Grande-Bretagne.
Euh, voilà. Donc, la question de Kelly, les déchets sont-ils toujours vendus ou sont-ils parfois donnés pour s'en débarrasser? Euh, Là-dessus, je ne sais pas si je serais à même de donner une réponse. Majoritairement, ils sont vendus, à mon sens, parce que voilà, il y a des traders, c'est des sociétés de trading qui font de l'export international de déchets. Et c'est souvent vendu. Après, peut-être il y a eu des cas où ça a été donné, mais l'intérêt économique n'est pas là. Donc, je pense qu'il y a quand même pas ou peu de chances que ce soit le cas. Tiffen, du coup, la loi promulguée en février 2020, loi contre le gaspillage, a-t-elle été abrogée suite au confinement et aux demandes du MEDEF sur l'assouplissement des mesures et délais? Non, 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 non. Elle a pas été abrogée. Elle n'a pas été abrogée. Par contre, oui, c'est vrai que le MEDEF a, pendant le confinement, fait un peu un lobbying assez fort auprès du gouvernement pour que certaines mesures de la loi anti-gaspi soient supprimées du texte. Et en fait, en ce moment-là, justement, il y a la consultation qui est faite autour des décrets d'application et des arrêtés qui vont vraiment en fait transposer et mettre en place concrètement la loi économie circulaire. Et donc, c'est là où la loi anti-gaspi, pardon. Et c'est peut-être là où va y avoir à nouveau un lobbying. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'assouplissement. Après, il y a eu des demandes qui ont été faites du MEDEF, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas eu écho vraiment d'assouplissement qui ont été faits. Question de Manon. Crois-tu que le droit soit le meilleur biais pour atteindre le zéro déchet en France? C'est une bonne question qui change de l'ordinaire et c'est un des prismes en tout cas. Je pense que c'est pas forcément le seul moyen, loin de là. Avant tout, bah, il y a aussi la sensibilisation, la prise de conscience de chacun, la mise en place d'outils. Mais, euh, mais c'est un bon outil. Enfin, moi, en plus, en tant qu'élève avocat et juriste de formation, voilà, je ne vais pas cacher, mais le fait que le droit, oui, est un très bon outil pour orienter la société vers des directions qu'on souhaite lui faire prendre. Et que si l'objectif, c'est le zéro déchet, le droit, par son caractère contraignant, peut être un très bon moyen d'arriver à notre fin. Donc, si demain on met ne serait-ce que, enfin, accentuer ou faire mieux respecter la réglementation dans le secteur des déchets, bien sûr que ça peut être un objectif pour atteindre le zéro déchet. Après, bien sûr que d'autres canaux, et notamment les médias, donc voilà, notamment le travail journalistique et d'investigation et d'information qui peut être fait, euh, permet justement de diffuser le zéro déchet. Et après aussi, c'est tout le mouvement associatif, et notamment Zéro Waste France et ses groupes locaux, qui permet aussi d'infuser ça au sein de nos sociétés. Euh, la question de Lucas qui vient d'être posée. À l'échelle individuelle ou locale, j'arrive à concevoir un mode de vie sans déchets. Aux autres échelles, régionale, nationale, globale, entreprise, cela me paraît impossible. Peut-on aller vers le zéro déchet sans parler de changement de modèle, décroissance, altermondialisme? Cela semble difficile et utopique. C'est Ouais, c'est une bonne question. Oui, à l'échelle individuelle et locale, voilà, aujourd'hui, oui, on connaît facilement les mécanismes qui peuvent nous permettre d'arriver en tout cas les outils qui nous permettent d'arriver au zéro déchet. Euh, et donc voilà, il y a plein de sujets là-dessus maintenant. Et c'est vrai que notamment au niveau des entreprises, et moi je pense quand je lis votre question, je pense notamment aux déchets du BTP, c'est comment faire en sorte que notamment, et je vois qu'il y a le livre de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, qui est cité par Carole et qui est ouais, un très bon ouvrage qui permet aussi de, de tenter de répondre à ces questions-là. En tout cas, oui, je pense que ça passe par un changement de modèle.
c'est incontestable. Sans venir à parler de décroissance, etc., même si c'est une position qui peut être prise en matière d'environnement et notamment en matière de zéro déchet, qui est une position qui est, enfin, à mon sens, pertinente, on peut simplement remettre en cause ne serait-ce que le caractère linéaire de notre économie et voilà, et tendre de plus en plus vers une circularité de l'économie et ne serait-ce que tenter d'avoir un changement de modèle par là et donc ça quand même ça remettra en cause notre manière de produire si vraiment on voulait faire une économie circulaire. Euh, Ne serait-ce que ça, sans parler de décroissance, ce serait déjà énorme et ce serait déjà un changement de modèle. Mais après, oui, il y a aussi voilà, une partie du mouvement zéro déchet qui considère que la décroissance est des moyens d'arriver au zéro déchet. Ça, c'est sûr. Sauf erreur de ma part, il n'y a plus de questions et je n'en ai pas oublié. Et je crois que ça part Ah, si, il y a une question de Fanny. Concernant tout le matériel médical à l'usage générique, connaît-on des pays qui soient un peu plus exemplaires que la France? Là-dessus, oui, c'est une grosse problématique et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Mais c'est un vrai sujet en matière de déchets, c'est des déchets ici du milieu médical. Là-dessus, il faudrait se rapprocher de Zero Waste France qui, de souvenir, a peut-être fait un article ou deux là-dessus. Et je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas citer de pays. Mais j'ai envie d'en citer un, mais enfin non, j'ai trop un doute pour pouvoir le citer. Mais en tout cas, oui, je sais que c'est une des grosses questions que se posait Zero Waste France et faut pas hésiter à se rapprocher d'eux pour avoir des réponses là-dessus. Si pour les questions, tout est bon, ça va être l'heure pour moi de vous laisser. Affaire à suivre alors. C'est ce que dit Fanny exactement. Oui, c'est voilà. Affaire à suivre. Merci à tous de votre présence. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Je crois que je dois redonner la parole pour quelques secondes à Carole. Donc moi, je vous souhaite une agréable soirée et au plaisir. Donc, merci Maxence, merci à tous d'avoir participé à la conférence. J'espère qu'en tout cas, vous y voyez un petit peu plus clair au niveau des exportations de déchets, que Maxence a su éclairer votre lanterne sur beaucoup de questions, notamment j'ai noté celle de Lucas, Tiffaine, Angéline. J'ai eu beaucoup de réponses en fait en lisant le livre, je le remets à l'écran, Recyclage, le grand enfumage, qui est sorti hier justement, et dont Flore fait la conférence la semaine prochaine. Donc je pense que notamment au niveau des REP, de plein de choses. À chaque fois, ça faisait écho au livre et je pense qu'elle va en parler dans la conférence. Donc vraiment, inscrivez-vous. Je vous mettrai le lien dans mon mail. Voilà, restez informés pour nos petites activités en nous suivant sur nos réseaux sociaux, tout ça. Et bonne soirée à tous et puis merci encore.